Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a la chance d'être au contact des êtres humains et de les accompagner dans leur progression. Et il n'y a rien de plus glorifiant, il n'y a rien de plus gratifiant pour une personne de se dire j'ai ma pierre à l'édifice dans l'épanouissement d'une personne. Il est arrivé, il était hésitant, il avait des questions, il avait des doutes, et puis maintenant il est complètement libéré de ça, il a progressé, et puis au niveau social, il est complètement métamorphosé. Et au niveau de sa construction personnelle, cette personne, elle est complètement. Aujourd'hui, c'est une personne qui est construite, quelqu'un qui est solide, etc. Ça, c'est des choses, c'est extrêmement gratifiant et ça n'a pas de prix. Et je pense qu'au final, dès l'instant où on arrive à aller euh, exprimer des choses qui sont existentielles de nous-mêmes, des choses vraiment, on sent que c'est en rapport avec notre mission. C'est plus une question de je fais ou je fais pas. C'est ma mission. Je suis venu pour faire ça et j'arrive à le faire. Alors la question ne se pose plus, on le fait. Bonjour à tous, je m'appelle Joshua Fitoussi, vous me connaissez peut-être parce que vous m'avez vu régulièrement sur certaines vidéos d'Olami Marseille. Aujourd'hui, on va faire notre premier podcast filmé d'un nouveau style, un nouveau format. Avant de lancer ce podcast, je voulais déjà vous faire une petite introduction. Ça va être un numéro assez particulier parce qu'on va discuter avec Avi du projet, du centre, de ce qu'il fait, parce que peut-être que vous fréquentez Olami Marseille, peut-être que vous regardez notre contenu en ligne et vous vous demandez vraiment qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est une cafette, est-ce que c'est une agence de voyage, est-ce que c'est une agence de rencontre, et de comprendre surtout les tenants et les aboutissants de ce projet. C'est une conversation que j'ai voulu à bâton rompu avec Avi, une discussion sur plusieurs sujets. Donc j'espère que vous allez y trouver beaucoup d'intérêt, que vous allez comprendre un peu plus sur le personnage, mais aussi sur le centre en général, et je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Avi, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ça me fait plaisir qu'on soit là. Ça fait quelques temps que je voulais qu'on enregistre un podcast. Et je me suis dit que pour la première, ça serait sympa de faire quelque chose d'assez particulier et pas juste de faire une conversation. On va parler d'un point de religion, d'un thème, etc. Et j'avais envie qu'on fasse un petit point sur le projet, sur le centre, sur ce que tu fais, etc. Et je vais te dire pourquoi. Ça fait depuis 2 ans maintenant que je travaille avec toi de manière vraiment full-time, on va dire presque. Et j'ai pu voir d'un point de vue un peu extérieur tout ce que tu fais. Quand je dis tout ce que tu fais, c'est l'organisation des Shabbats, des soirées, des voyages, etc. Et je vois toute cette organisation et je me dis que les gens peut-être qu'ils ne comprennent pas vraiment tout ce que tu fais. Ils ne comprennent pas vraiment tout ce que ça implique en termes de préparation, en termes de sacrifice, de ta vie familiale, etc. Et j'ai l'impression aussi de la réflexion que tu as derrière dans tout ce projet. Parce que tu ne fais pas juste ça pour dire je le fais. Il y a vraiment toute la volonté et l'objectif que tu veux atteindre dans ce projet. Et je me suis dit que peut-être pour lancer ce premier podcast Olami Marseille, eh ben, c'était l'occasion parfaite, c'était de parler de tout ça. À bâton rompu. Allons-y. Ok. Allez. Alors, je te demande juste une chose, c'est vraiment genre, voilà, pas de filtre, d'accord ? On y va, on parle, ok ? T'es prêt ? C'est parti. Ok, super. Donc, avis, première chose, je pense que tous les gens, quand ils rentrent dans le centre, te voient, ils se disent, ça va, c'est lui le chef du centre. Mais je pense que les gens ne connaissent pas vraiment qui tu es, d'où tu viens, ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous raconter ? Ok, alors voilà, je m'appelle Avram Ohana, j'ai 40 ans. Je suis marié, père de famille de 9 magnifiques enfants. Et je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à la Yeshiva en Israël, je me suis marié en Israël. Je suis revenu habiter en France il y a à peu près 16 ans, donc j'habite à Marseille depuis 16 ans. Ok, je t'arrête. Il y a un truc que je note, c'est que t'es pas de Marseille. Tu vois, parce que moi, je t'ai rencontré, j'ai cru que tu avais toujours été à Marseille, que tu as grandi à Marseille, etc. Mais là, tu m'expliques, tu viens t'es né en Alsace, tu as grandi à Paris, tu as vécu en Israël. Comment tu as fait t'es un caméléon et tout parce que les gens, je suis sûr que les gens, ils pensent vraiment comment que tu es vraiment que de Marseille. Bon, déjà, c'est un compliment. Et en vérité, je ne me destinais pas du tout à revenir habiter en France. Et lorsque je me suis marié et que j'habitais en Israël et qu'on attendait notre premier enfant, ma femme voulait venir accoucher à côté de sa mère à Paris.
Et ça concordait exactement au lancement ici à Marseille des activités de Merkaz Alimoud dans le 8e à la rue Raphaël Ponson. Et du coup, moi j'avais un mois et demi de battement. Et au lieu d'attendre à Paris comme ça, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais aller donner un petit coup de main à mon père à Marseille. Au fur et à mesure que les projets se sont ouverts, se sont affinés, j'ai pris des responsabilités. Et donc on a décidé de prolonger un petit peu notre séjour en France pendant à peu près quelques mois. Et puis après, à la fin de l'année, on a compris qu'il fallait envisager de rester plus longuement. Et voilà, ça fait 16 ans qu'on est là. Et t'es tombé amoureux de Marseille en vrai? Ou pas? Alors, tomber amoureux de Marseille, je vais pas dire non, on va pas dire ça comme ça. Je veux dire que quand on grandit à Paris et qu'on a l'habitude de la vie parisienne et qu'on arrive à Marseille, il y a un moment où on comprend pas. Parce que c'est différent. Et donc quand on est là en train d'essayer de retrouver ce qu'on a connu ailleurs et qu'on compare et qu'on est là en train... Alors il y a quelque chose qui marche pas. Et je me rappelle, en discutant avec un ami avec qui j'aime bien discuter, qui est très intelligent, il m'a dit, tu sais, tu commences à prendre des responsabilités, à te mettre en interaction avec des gens, etc. Il m'a dit, sache que tu n'auras jamais de résultat ou tu ne pourras jamais créer quelque chose de solide avec des gens si tu n'es pas capable de comprendre leur culture, leur mentalité, et tu es toujours en train d'être un peu dans une forme de nostalgie, en essayant de retrouver quelque chose, etc., de comparer, etc. Fais le travail de voir quelle est la spécificité de l'endroit dans lequel tu es, comment les gens ils fonctionnent, comment ils sont, etc. Et je me rappelle avoir fait ce travail. J'ai compris qu'avec le temps, que même si c'était un style et une culture différente, c'est un style qui est très prononcé, l'identité du Sud et de Marseille particulièrement, en fait, il y a des qualités humaines et des choses qui sont incroyables quand on découvre cet art de vivre ou cette manière de vivre particulière du Sud de la France. Alors, cette simplicité dans les relations, cette chaleur, convivialité qu'on ne retrouve pas forcément. Il y a une certaine distance ou snobisme qu'on peut avoir dans d'autres endroits. Et quand on apprend à apprécier ça, et c'est pour ça que tu me dis, est-ce que tu es tombé amoureux de cette ville? Alors je te réponds, non, je ne suis pas tombé amoureux de cette ville. On a appris à l'aimer. Et pour te dire, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'ici. Ça veut dire que quand je dis que c'est un compliment, c'est-à-dire que d'un côté, le travail dont je t'ai parlé tout à l'heure a été fait. Et finalement, on se sent bien. Et on a appris à regarder et à apprécier ces qualités-là. Alors, attends, dans le travail que tu as dit, du coup, je me pose maintenant la question, étant donné que je viens d'apprendre que tu n'es pas de Marseille, je vais te poser des choses par rapport à des traits de ta personnalité qu'on voit, d'accord? Et tu vas me dire si c'est quelque chose que tu as appris à faire en arrivant à Marseille, tu vois? Ou alors, est-ce que c'était vraiment imprégné chez toi avant? Vas-y. Alors, la première chose, quand on parle d'Abraham Ouattara, il y en a beaucoup, je pense, qui font le rapprochement avec le mot barbecue. Est-ce que c'est un kiff que tu as fait à Marseille ou avant tu kiffé? Marseille. Le bateau. Le On bateau. sait que tu fais du bateau de temps en temps et tout. Marseille. La boutargue. Marseille. Ah, donc Ouais. tu as appris à goûter ça à Marseille, à Ouais, manger? ouais. Ah. Maintenant, le dernier point, qui peut-être est capital et essentiel pour toute personne qui habite dans cette ville. L'Olympique de Marseille. Pareil. J'étais fan de l'OM depuis que j'ai commencé à comprendre le foot, en fait. J'ai compris à jamais les premiers. C'est évident. Ça va, vie. Donc, je me rassure, c'est bon, on peut continuer cette interview. Continuer, ouais. Sinon, j'aurais dit, j'aurais arrêté. Je ne travaille pas pour des Parisiens. Non, c'est pas vrai. Vous arrivez en France, jeune papa, jeune couple, vous décidez de lancer ce projet. Comment t'as géré un peu ta vie de famille, ta vie de couple? En fait, c'était un peu progressif parce qu'au début, on ne s'occupait pas réellement de la jeunesse comme sous la forme actuelle. On était plus impliqué dans le projet d'une yeshiva qui avait ouvert à Marseille, etc. Donc, c'était un petit peu la porte d'entrée. Et au fur et à mesure que le temps a avancé et que les projets se sont affinés, du coup, je me suis intéressé à la jeunesse, puisqu'il y avait cette volonté de mon père depuis tout le temps de développer des projets jeunesse. Donc ça s'est fait progressivement. On a commencé au départ, donner des idées, réfléchir à des concepts de comment travailler, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu opérationnel. Donc voilà, ça s'est fait tout à fait progressivement. Ta femme, elle a été impliquée dès le départ dans ton projet ou pas? Alors, impliqué sous la forme actuelle, non. Et puis au départ, ça s'est fait un petit peu, encore une fois... c'est pas évident au départ pour une femme de se dire... ça paraît être pas très sérieux au départ. On est beaucoup dans le relationnel, dans le contact, donc on voit pas exactement le cadre de travail. C'est très... Abstrait? c'est abstrait, il n'y a pas vraiment, encore une fois, de cadre. Donc c'est compliqué de se dire, là, je travaille.
Je pense que la grandeur et la sagesse de ma femme, ça a été de comprendre rapidement. On va dire c'était un sujet dans lequel moi je pouvais m'exprimer existentiellement. Et donc elle m'a suivi, même si c'est difficile, parce que j'avais à peu près le même âge que les jeunes que j'encadrais à l'époque, à peu près. Et c'était pas forcément des jeunes qui venaient du même monde que nous. Donc il y a ce côté-là où on a un petit peu peur aussi de se dire, attends une seconde, mais est-ce qu'on va pas y laisser des plumes quelque part Voilà, c'était presque une manière de travailler amicale. Et je pense que voilà, au fur et à mesure qu'on a discuté, qu'on en a parlé, que ça s'est structuré et qu'on a mûri, elle s'implique de plus en plus. Enfin, elle s'implique là aujourd'hui complètement même. Ça s'est fait comme ça. Ça veut dire oui, il y a des petites réticences au début, il y a peut-être des petits réglages à faire au début, il y a peut-être un petit peu de crainte aussi. Ouais. Et à la fin, ça se fait. Et ouais, donc du coup, au départ, elle n'était pas forcément intégrée dans le cadre du travail, effectivement. Alors de manière opérationnelle, non, mais Voilà. encore une fois, c'est-à-dire le fait d'avoir déjà compris, d'avoir suivi son mari et d'avoir été un soutien à tous les niveaux, parce qu'elle me donne une liberté totale d'action, donc ça implique de faire tout le travail derrière de gestion de la famille, de la maison, et à part ça, il y a une grande dimension de notre travail qui se fait à la maison. Donc du coup, quand je dis qu'elle n'était pas impliquée, c'est qu'elle n'était pas impliquée comme aujourd'hui, mais elle a toujours été impliquée directement et indirectement, quoi. Ouais, parce que c'est quelque chose aussi, on a l'impression qu'à chaque fois on parle que du centre, du centre, du centre, mais en vrai, il y a aussi tout un truc que vous faites chez vous, pendant les Shabbats, des fois des cours que vous faites carrément à la maison, etc. Donc c'est un peu. Tu mélanges un peu ta vie perso, elle est un peu. C'est une des particularités de notre travail, c'est qu'il ne peut pas y avoir un moment où on travaille, un moment où on ne travaille pas. Ça doit être fait de manière structurée et intelligente, c'est obligatoire, comme tout travail. Mais en même temps, il n'y a pas un lieu ou un temps qui n'est pas le travail. Comme un rabbin, il n'y a pas un moment où il arrête d'être un rabbin. Ils font un petit bout de chemin avec toi, toi tu fais un petit bout de chemin avec eux, et ça se fait. Donc il y a des moments, effectivement, c'est les invitations le Shabbat, il y a des cours à la maison, et puis il y a des moments de vie où les étudiants sont présents. Donc oui, c'est complètement imbriqué. Comment tu gères ta vie avec les enfants? C'est-à-dire que tu ramènes des jeunes chez toi à la maison, etc. Donc ils ne peuvent pas vraiment t'avoir, toi, en tant que père, avec eux à 100% parce qu'ils te partagent un peu avec tous les autres, tu vois. Tu as beaucoup de jeunes qui sont éloignés de la religion, qui viennent chez toi, et toi, tu dois sûrement éduquer tes enfants de manière religieuse. Et donc, il y a deux mondes qui se rejoignent et tu les fais rentrer chez toi, quoi. Alors ta question, je pense, c'est le nœud et c'est la préoccupation principale de tous les gens qui font notre métier. C'est la question des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont exposés, c'est une réalité. Comment, d'un côté, allier, avoir une vie de famille où les enfants ne pâtissent pas, on va dire, trop de ce qu'on fait, et en même temps qu'ils ne soient pas influencés par ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent. La vérité, elle est que il n'y a pas vraiment de solution. Sincèrement, la seule chose à laquelle on pense, et on en discute beaucoup avec ma femme, c'est de prier, parce que quoi que tu fasses, et chaque enfant, il vit sa réalité différemment. Donc même si tu donnes le même traitement à tout le monde et que tu fais tout bien et tu essaies de faire... les enfants vont quelque part le vivre chacun différemment. Et la réalité, c'est qu'ils sont vraiment exposés. Parce que tu fais rentrer des gens chez toi, tu fais rentrer des modèles, on va dire, différents, on va dire, de ce que tu proposes à tes enfants. Donc il y a ici un vrai questionnement. Maintenant, les deux choses que nous, on essaye de faire, évidemment, à part espérer, prier et faire en sorte que Akadosh Baruch Hu s'occupe de nos enfants, puisque nous, quelque part, on s'occupe un petit peu des siens, c'est de se dire que déjà de donner le sentiment aux enfants qu'ils sont complètement nos associés dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est pas le travail de papa et maman, et les enfants ils sacrifient leur existence. C'est-à-dire que quand on intègre un jeune à la maison, les enfants ils connaissent le jeune, ils lui parlent, ils savent que ça rentre aussi dans leur vie et que ils s'intéressent à ce qui se passe et on leur explique. Ce sont des gens qui ont peut-être pas eu la chance d'avoir certaine éducation ou ne savent pas de certaines choses, il faut qu'on leur explique et donc on les essaie de les intégrer d'une certaine façon que entre guillemets notre réussite, c'est un peu leur réussite. Donc ça, c'est une premier aspect, c'est de leur dire, vous êtes complètement intégrés à notre projet et à ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est d'essayer de leur montrer qu'ils sont exposés, mais en fait, ce qu'ils voient et qui peut paraître alléchant, parce qu'il faut pas se voiler la face, quand on donne autant de moyens, de temps, d'énergie pour des jeunes, ils peuvent se dire, les enfants, quelque part, c'est mieux d'être de l'autre côté de la barrière, quoi. Et en fait, il faut leur expliquer que leur vie, on l'a. C'est-à-dire tout ce qu'on leur propose, toute l'approche qu'on a par rapport à la matérialité et au plaisir, on a tout ça. Mais on a une valeur ajoutée qu'eux n'ont pas, c'est qu'on essaie de donner un sens à tout ça. C'est vrai que si il y a une forme de frustration
ou une forme d'un regard un petit peu, j'ai envie de voir ce qui se passe de l'autre côté. Et là, il y a quelque chose où on l'accepte plus. Alors peut-être que les enfants, ça peut provoquer chez eux un sentiment un petit peu une tension, quelque chose de négatif. Je regarde mes enfants, certaines fois, je suis extrêmement fier de voir que malgré tout ce qu'ils voient et tout ce à quoi ils sont exposés, ils arrivent à manifester une maturité et un recul incroyable par rapport à ce qu'ils vivent. Alors, on n'a pas précisé, mais ton père est le grand rabbin de la ville de Marseille. Est-ce que le fait que toi aussi tu aies dû vivre avec un père rabbin à la maison, ça t'a préparé un peu aussi au rôle que tu as aujourd'hui en tant que père? Moi, je pense que oui. Et j'ai même envie d'aller plus loin en disant que le métier que nous on fait aujourd'hui, très peu de gens, en fin de compte, peuvent le faire comme nous on le fait. Tout simplement parce qu'on a été éduqués comme ça. Ça veut dire que depuis petit, on voit nos parents qui vont se plier en quatre pour la communauté, qui vont partir à un moment parce qu'il y a un couple qui va mal, parce qu'il y a des obligations communautaires, et que tous les Shabbats, il y a des gens qu'on n'avait pas prévus, qui sont là. Des fois, ça peut être des gens très sympathiques, des fois, ça peut être des gens très compliqués à gérer. Et c'est ça la vie d'un rabbin. Ça veut dire que quand on a une responsabilité communautaire, eh ben, c'est comme ça qu'on a grandi. Donc évidemment que le fait d'avoir grandi dans une famille de rabbins où la dimension communautaire est tellement présente, ça nous a prédisposés à faire ce travail, évidemment. Tu n'as pas la tête d'un responsable communautaire, même si tu n'es pas au niveau de ton père, mais quand on voit tous les centres Olami en France, ils sont gérés la plupart par des rabbins, et quand on te voit, on ne dit pas que toi, tu es rabbin. Non, tu l'es pas, mais Non, on ne dirait pas non, que tu es... alors oui, en effet, j'ai pas le look toujours dans ce qu'on va appeler ou un rabbin ou un juif orthodoxe, religieux orthodoxe. Et je pense que ça tient à deux points. Le premier, c'est un point en rapport avec ma personnalité où j'ai jamais aimé pouvoir être défini comme ça, tout de suite. Mhm. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé un petit peu surprendre ou un peu brouiller un petit peu les pistes, à montrer quelque chose, mais qui n'est pas exactement ce que je suis, et puis ne pas réussir à me catégoriser tout de suite. Voilà, j'ai grandi longtemps dans les chiottes en Israël, mais ça se voit pas sur moi. Mais je connais aussi le monde des étudiants, mais je suis pas complètement. J'aime bien jouer sur ça. La deuxième, je pense, c'est plus stratégique. C'est-à-dire qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a en fait deux grandes manières d'établir des relations avec les gens dans le métier que je fais. Soit tu viens comme un rabbin, soit tu viens comme un copain, un ami. Si tu viens comme un rabbin, tu te positionnes comme étant quelqu'un qui va... donc il y a une hiérarchie déjà. Ouais, et le rapport va être un rapport qui va être vertical. C'est-à-dire je suis le rabbin, une certaine autorité, et je vais te dire comment il faut faire telle chose. Donc ma parole, c'est une parole, c'est la parole, je suis le représentant divin de Dieu, enfin, c'est vraiment une autorité. Ouais. Donc on peut être un rabbin sympathique, on peut être très ouvert avec son rabbin, le rabbin il peut être très cool, etc. Mais ça reste un cadre où le rabbin ne peut pas avoir n'importe quel comportement, Mhm. ne peut pas parler comme il veut, et puis la personne en face, elle ne peut pas non plus exagérer. C'est-à-dire qu'il y a une forme de distance, c'est une manière de fonctionner. À côté de ça, on a des gens qui ne viennent pas avec l'approche, voilà, je suis un rabbin, donc il n'y a pas cette hiérarchie, il n'y a pas on va dire ce cadre qui est imposé tout de suite, mais c'est plus horizontal, c'est plus une forme d'échange. Ça veut dire, moi j'ai un certain bagage, une certaine expérience, j'ai vécu des trucs dans ma vie, des choses qui peuvent t'inspirer, qui peuvent t'enrichir, et toi aussi tu as des choses qui peuvent m'enrichir. Donc tout de suite, le rapport n'est pas du tout le même. Et donc, on ne parle pas de la même façon à un rabbin comme on parle à son grand frère, par exemple. Stratégiquement, ça me convient plus de me positionner comme un grand frère qui va inspirer à travers son expérience, et qui va être quelque part aussi intéressé par prendre l'expérience des autres, c'est plus ça le rapport, plutôt qu'un rapport qui va être un rapport vertical avec cette forme de distance, cette forme de hiérarchie. Est-ce que tu penses que aussi la réussite de ton projet à Marseille est due à ça, quoi, aussi J'ai en tête, là, maintenant que tu me parles, la vision d'un Rav qui s'appelle le Rav Grossman d'Israël, qui est un chassid. C'est le rabbin qu'on appelle le rabbin des discothèques. D'accord. C'est un rabbin qui a grandi à Jérusalem, et je pense qu'il parlait le yiddish. Il est arrivé dans une ville en Israël, je te parle il y a je sais pas, peut-être 40 ou 50 ans, 40 ans au moins. Et il n'y avait pas un juif pratiquant. Donc il était complètement à l'opposé de ces gens-là. Et il est devenu copain avec des voyous, Ouais. des types qui sortaient le vendredi soir et qui faisaient, on va dire, des gens qui étaient... Il a réussi à inspirer tel qu'il était. Donc moi je pense au final c'est l'authenticité qui impacte. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout qu'il y ait
1% de réussite qui est lié au fait de ton look. Ouais. C'est juste que comment chacun se sent bien D'accord. et comment il a envie d'interagir avec les gens. Est-ce qu'il est à l'aise d'interagir comme ça? Le Rav Grossman n'avait aucun problème d'aller avec son Streimel et son chapeau et de lancer un Lecha Dodi dans un bar vendredi soir quand tout le monde fumait des cigarettes. Et c'est écrit dans son livre et c'est incroyable. Mais à aucun moment, il a eu besoin de te dire, pour parler avec un type qui était le chef de la mafia locale, j'ai besoin de parler son langage. D'accord. Il a été capable, à travers son amour débordant qu'il avait et son côté humain surdéveloppé. En fait, pour moi, c'est pas du tout, on va dire, la réussite ne dépend pas de ça. Donc, à la base, c'est ton père qui a initié le projet. Maintenant, c'est toi qui le dirige. Comment on coïncide les deux méthodes de travail? J'imagine que ça ne doit pas être la même manière de faire les choses, non? Ouais, alors déjà, c'est pas juste mon père qui a lancé le projet, mais il a quand même il est au courant, on en discute très régulièrement, il me donne ses conseils. Au niveau financier, Merkaz Emoud est encore plus qu'impliqué. C'est-à-dire, c'est vraiment, on est la branche jeunesse du Merkaz Emoud, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est vrai que comment ça s'est mis en place? Alors, mon père, dans sa conception initiale, son rôle, ça je me rappelle, même si j'étais jeune, je me rappelle de cette période de négociation qu'il y avait, etc. C'est évident qu'il avait peut-être une vision un petit peu originale particulière de son rôle de rabbin. C'est-à-dire ça ne se limitait pas à un rôle dans un bureau administratif, état civil, enfin tout ce qu'il y a à faire dans un cadre rabbinique classique. Il avait toujours cette dimension-là, c'était même une exigence, de diffusion de la Torah et d'organiser, de faire en sorte que cette diffusion puisse se faire dans la ville et de s'occuper de la jeunesse. J'ai toujours entendu ces deux pôles, ces deux volontés très fortes dans la conception même de mon père de son rôle de rabbin. Un rabbin, ça ne peut pas être quelqu'un qui est que dans un bureau, c'est quelqu'un qui va faire des actions concrètes pour la jeunesse. C'est quelqu'un qui va faire des actions concrètes pour diffuser la Torah dans la ville, ou alors même de créer une espèce de compétition entre les communautés, compétition positive, évidemment, mais de faire en sorte qu'il y ait une dynamique qui puisse prendre. Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place depuis le départ. Après, c'est vrai que quand moi je suis arrivé, au début on discutait, c'était des idées, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un rôle qui est opérationnel. Est-ce que ça arrive avec ton père que vous n'êtes pas d'accord sur certaines méthodes de travail, même si l'objectif à la fin il est atteint? L'univers de la jeunesse, c'est un univers qui est particulier. Il y a un langage particulier, il y a des exigences. On a appris au fur et à mesure comment la jeunesse fonctionne. Mais c'est vrai qu'au départ, je pense que essentiellement pour des questions générationnelles, on n'avait pas la même approche. Il y avait toujours la volonté de mon père de s'occuper de la jeunesse, sauf qu'on n'était pas d'accord de comment on s'occupe de la jeunesse. Donc quand je me rappelle, quand je lui ai dit, bon, il faut un local, il m'a dit, ok, bien sûr, mais quand je lui ai dit, mais il faut, tu sais, un billard, une PlayStation, et il m'a dit, quoi, tu veux qu'on fasse un bar? Et c'était pas pour dire, je veux pas m'occuper des jeunes. Peut-être que générationnellement, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Aujourd'hui, c'est la norme. Tu vois, dans tous les centres amis que tu connais, voilà, c'est la norme. Et la place que ton père il a en tant que grand rabbin de Marseille, est-ce que ça a joué en faveur, défaveur du projet ou pas? Je pense les deux. Ça veut dire, d'un côté, ça nous donne une plus grande envergure, un plus grand impact au niveau de la ville, parce que c'est quand même une action qui est menée par le grand rabbin, et donc même au niveau financier, à plein de niveaux. Mais d'un autre côté, peut-être qu'au niveau des structures, alors, on peut être associé aussi au grand rabbinat, donc à l'aspect religieux, et peut-être aussi dans certaines dimensions politiques. Alors des fois, il peut y avoir aussi le fait que ce soit quelque part l'action du grand rabbin. Alors peut-être que certaines personnes, en fonction de leurs problèmes, décident de... Oui, ça peut impacter. Ça peut impacter. Je voudrais qu'on parle un peu plus maintenant de l'historique du projet, parce que mine de rien, c'est pas un centre qui a 2-3 ans, quoi. Il y a une belle histoire. Tu as dit que vous êtes arrivé il y a 16 ans. Donc, Mais le projet, il a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le projet, évidemment. Donc, est-ce que tu peux nous le raconter un petit peu, quoi? Alors ça a évolué tout doucement. Au début, il y a toujours eu cette volonté claire de mon père au niveau de son action rabbinique de s'occuper des jeunes. Ça a eu plusieurs formes, on va dire. Au début, c'était plus des rassemblements de jeunes. Alors, il y a eu la rue Tapis Vert, après il y a eu le cours Lyoto, après il y a eu un moment au centre Flegg. À chaque fois, ça a pris une forme un peu différente en fonction de comment c'était géré, comment c'était organisé. Mais sa version, on va dire, définitive, elle a commencé il y a 13-14 ans au 33 boulevard Baye. Donc, c'était le centre Héritage
qui est devenu depuis 1 an et demi, 2 ans, Olami Marseille. Et le projet de base, c'était quoi exactement? Bon, ça a toujours été de s'occuper de la jeunesse, de fédérer la jeunesse et de renforcer l'identité juive, etc. Mais ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le modèle, les méthodes, le lieu et la façon de faire. C'était quoi le constat qui a lancé le projet? Alors, le constat qui a lancé le projet de s'occuper, on va dire, en priorité de la jeunesse, c'est de dire qu'en fait, les communautés vieillissantes et qui ont été un jour très très dynamiques et qui ne le sont plus, c'est essentiellement dû au fait que la jeunesse s'est désintéressée des synagogues et des lieux communautaires. Voilà, ça c'est le point commun de toutes les communautés qui ont un jour qui ont été florissantes et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc le grand rabbin de la ville se dit il y a une action évidente à mener au niveau de la jeunesse. Et toutes les communautés qui ont une jeunesse qui est dynamique, bah, c'est la garantie que des futurs cadres, des personnes vont prendre leurs responsabilités dans l'avenir et vont organiser la vie communautaire, la vie juive, et vont relever tous les défis communautaires qui aura à relever. Donc le constat, c'est de se dire que si on ne s'occupe pas de la jeunesse, même si on a aujourd'hui une communauté qui est dynamique, demain, elle ne le sera plus, et ça va s'éteindre comme toutes les autres communautés. Donc tu l'as dit juste avant, le centre s'appelait Héritage. Aujourd'hui, il s'appelle Olami. C'est quoi exactement qui s'est passé? Alors, dans le fond, pas grand-chose, dans le sens où Olami, c'est le nom du fonds qui nous cofinance. On est à 50% financé par un organisme américain qui ne s'appelait pas Olami, qui s'appelait le fonds de la famille Wolfson. Mais avec le temps, ce fonds, bah, ils ont rajouté des familles. Et donc, ça devient un fonds qui ne pouvait plus s'appeler fonds Wolfson. Donc, ils ont cherché un nom qui s'appelait Olami. Donc, en vérité, on était le centre héritage, cofinancé par Olami. Ce qui a changé, c'est la volonté de Olami de vouloir maintenant créer une marque. Alors, c'est parce qu'on vit dans une période où maintenant, il y a beaucoup de réseaux sociaux, tout est interconnecté. Et donc, dans le peuple juif, il y a des grandes marques. Je sais pas, on peut penser, je sais pas moi, à Taglit, KKL. Enfin, il y a des repères. Et quand on donne près de 100 millions d'euros par an pour cette même cause et que ça touche 250 centres dans le monde, etc., la volonté des donateurs, c'était de créer un énorme réseau entre les étudiants. Par exemple, un étudiant qui est à Buenos Aires ou qui est au Chili, et un autre étudiant qui est en Israël ou en France ou en Allemagne, puisse s'identifier à la même marque. Donc il y a eu cette volonté-là, avec des conseillers, avec ça a été un processus qui a pris beaucoup de temps, parce qu'il a fallu créer une marque, et donc dans toutes les caractéristiques d'une marque, avec un branding particulier, etc., faire en sorte que les gros centres, dans un premier temps, et puis après des autres, tout le monde suive, qui est justement ce mouvement-là, que les centres qui avaient chacun leur nom puissent s'appeler Olami. Et ça a pris un peu de temps, et là c'est en train d'avancer. Nous, on a changé il y a 2 ans. Il y a encore des centres qui sont en train de devenir Olami maintenant. Et au fur et à mesure, ça évolue. Ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Ouais, parce qu'on précise que le centre, l'action que tu mènes ici, tu n'es pas le seul à la mener. Dans toutes les villes en France où il y a une communauté juive, il y a des activités menées pareil. Ouais, alors généralement, il y a dans chaque endroit, dans chaque ville, des initiatives locales qui ont été cofinancées par cet organisme américain qui s'appelle Olami. De plus en plus, ces organismes-là vont s'appeler Olami pour créer justement cette fameuse marque, comme on a dit. Mais voilà, l'enjeu, ça va toujours être de garder sa spécificité locale en ayant une identité nationale et internationale. C'est très difficile. Moi, je sors du sujet. Mais c'est un peu quand même une spécificité juive, parce que tu restes dans ton identité juive tout en étant localement quelque part. Moi, je veux dire, tu peux être juif, habiter à Marseille et être juif à New York. Il y a plein de choses qui te rapprochent et plein de choses qui t'éloignent aussi. On fait tous plus ou moins la même chose, mais il faut continuer à le faire comme nous-mêmes on veut le faire, comme nous on le ressent. Si quelqu'un demain va venir, voilà comment il faut s'occuper de l'autre et voilà comment il faut travailler, très certainement qu'il me perdra. Pourquoi ? Parce que on sacrifie des choses, c'est une abnégation de beaucoup de choses, mais c'est surtout parce existentiellement, on fait quelque chose qui nous ressemble. C'est notre bébé, le centre. Donc demain, c'est pas une franchise. C'est pas un magasin Ikea. C'est ça. Non, donc en fait, le défi, il est là. C'est-à-dire s'enrichir de cette dimension nationale et internationale, mais à aucun moment perdre la spécificité du chef du projet et donc du ton et de l'âme que je mène dans mon lieu et aussi de la culture locale. Alors, tu touches à un point qui est quand même assez important.
Parce que tu as dit, c'est pas une franchise Ikea. Donc voilà, Ikea, tu rentres dans un magasin Ikea en Suède, aux États-Unis ou à Marseille, c'est le même. Tout est pareil, quoi. Juste les pancartes en français et encore Ikea, les noms sont en suédois. Dans Olami, c'est que tu rentres dans un centre et que tu aies les mêmes repères que dans un autre centre ailleurs, quand même. Et en même temps, bon, on va y revenir quand tu vas expliquer un peu plus en détail les projets, mais tu as décidé de suivre une structure de projet qui est similaire à ce qui se fait aujourd'hui en Amérique du Sud. Et, euh, et donc, forcément, les choses se rejoignent. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est quoi qui ferait ta spécificité propre à Marseille à ce moment-là? Déjà, pour te répondre à ta question, c'est vrai que là, dans la dernière année, on s'est rapproché de l'approche et de la méthode qu'on a vue en Amérique du Sud. Mais c'est pas anodin. Parce que l'Amérique du Sud, par rapport au monde, ça ressemble beaucoup à notre mentalité. C'est un peu, c'est latin, c'est un petit peu le soleil. Il y a les mêmes caractéristiques qu'à Marseille. On peut s'y retrouver. J'ai pas été me rapprocher forcément de l'approche canadienne ou américaine, même si on est quand même influencé, on se retrouve plus là-bas. Donc déjà, ça veut dire que on le fait parce que culturellement, il y a des ressemblances. Et pour répondre à ta question, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a vu quelque chose là-bas qui est intéressant et qu'on veut importer que on va perdre. Par exemple, en revenant de ces voyages, on a eu des heures et des heures de discussion pour débriefer, pour dire qu'est-ce qu'on peut importer, qu'est-ce qu'on peut pas importer, qu'est-ce que la culture française elle peut intégrer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut adapter. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas se priver de la richesse et de l'expérience de tout le monde, parce que beaucoup de gens travaillent de leur côté et ont des expériences et ont des réussites et des échecs, etc. Donc c'est hyper intéressant de s'inspirer de ça, mais en même temps de se dire comment moi je vais le faire et je vais l'adapter à ma vision du projet. Et quand je dis ma vision, c'est-à-dire que mon voisin qui est à Nice, il peut avoir la sienne, et mon autre voisin qui est à Paris, il peut avoir la sienne. Donc c'est là où ça devient intéressant. Moi, je ne trouverais pas ça comme une réussite si demain tout le monde devait être la même chose. Même si on a des couleurs et un branding similaire. Si on perd notre âme, on a rien gagné. Alors, je reviens un petit peu de manière générale. Qu'est-ce qu'on fait dans un centre exactement? C'est quoi les types d'actions que tu mènes Je ne sais pas si je peux parler pour tous les centres, parce qu'il y a des modèles qui sont un peu différents. Il y a des modèles où ça travaille. C'est des synagogues qui ont une branche jeunesse, donc un lieu ou une petite activité jeunesse. Nous, on est un centre qui est dédié à la jeunesse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Déjà, c'est un lieu qui propose un certain nombre de services. On peut venir manger cachère pour pas cher du tout. Ça peut permettre déjà pour les étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais aussi pour se retrouver dans une ambiance de jeunes. Il y a des cours, il y a des conférences, il y a des shabbats, il y a des voyages, il y a des activités. Et donc de plus en plus, on essaye de voir quels sont les centres d'intérêt des jeunes et de les proposer dans le cadre des centres. Mais ça veut dire il n'y a pas vraiment de limite. Il y a des cours de danse, il y a des cours de pilates, et en même temps une salle de travail pour venir travailler ces cours qui n'a rien à voir avec. Il y a un espace média où, si on veut venir tourner une vidéo, son CV, ou bien faire un podcast ou n'importe quoi, il y a toutes ces possibilités-là aujourd'hui. Dès l'instant où on voit qu'il y a un centre d'intérêt, on essaye de le proposer en fait. la spécificité Olami qui a été amenée d'Amérique du Sud? Est-ce que tu peux nous expliquer en détail maintenant ta manière de travailler? Parce qu'en vrai, on t'écoute, on voit de l'extérieur, on se dit, bon, ben voilà, il fait une cafette, il fait des voyages, il fait le truc, il y a des jeunes qui viennent, c'est cool, sympa. Mais là, maintenant, tu as amené une vraie méthodologie de travail très spécifique que tu as vue là-bas. Et est-ce que tu peux nous l'expliquer? On n'a pas tout amené de là-bas, on s'est inspiré, on a visité, on a vu et on a essayé de faire une petite synthèse adaptée à la France. Le constat c'était le suivant, un jeune va venir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans suivre ce qu'on fait. Et on s'est rendu compte que tout le monde mange le même repas. S'il y a une conférence, tout le monde écoute la conférence. S'il y a une activité sportive, tout le monde fait ça. S'il y a un voyage, tout le monde, etc. Et on s'est rendu compte que de donner à manger à tout le monde le même repas, c'est que certains vont trop manger et d'autres pas assez. Parce que pas tout le monde a exactement le même besoin. Ouais. Ça, c'était un peu la difficulté après quelques années de se dire, bon alors comment est-ce qu'on arrive à aller encore plus loin dans la démarche et de se dire comment faire du sur-mesure. Et là, on a trouvé des programmes intéressants, c'est-à-dire qu'on a décidé de travailler de manière pyramidale, c'est-à-dire qu'une base très élargie, avec le projet qui s'affine au fur et à mesure qu'on avance. La base très élargie, c'est évidemment ce qu'on appelle les portes d'entrée dans le centre. Ça va être, comme je t'ai dit tout à l'heure, tous les centres d'intérêt. Dès l'instant où il y a un centre d'intérêt
ou alors, on va dire, fondamentale, ou alors conjoncturelle, on essaie de mettre en place quelque chose. Si par exemple on se rend compte que les jeunes aiment faire du sport, ou aiment faire de la cuisine, ou aiment faire du business, ou aiment faire n'importe quel intérêt, où on va dire les jeunes se rassemblent autour de cet intérêt, ça peut les intéresser, on essaie de proposer quelque chose. Il n'y a pas de discours religieux, il n'y a pas de Torah, il n'y a absolument rien, c'est juste de l'activité, et c'est une manière d'amener une personne dans un centre. Donc nous, on a ici un champ infini quasiment de possibilités qui va, avec le temps et avec l'évolution du projet, proposer un certain nombre d'activités qui correspondent à un centre d'intérêt d'un jeune. Ça, c'est la structure de base. Et encore une fois, là, c'est le plus large possible. Il n'y a pas de discours religieux, il n'y a pas de personnalité religieuse, il n'y a pas d'office, il n'y a absolument rien. C'est viens et fais ce que tu aimes faire. À partir de ce moment-là, tu peux décider que cet endroit, il te plaît et que tu as envie de retrouver des gens ici et que tu as envie de manger ici. Donc après, tu vas commencer à choisir si tu veux avancer. Celui qui veut plus, on va lui proposer plus. Et alors, dans un nouvel niveau du programme, qui va s'appeler le programme Explore. Et là, ça va être l'exploration. Donc, il y a la dimension de l'identité juive, en France évidemment, à travers des activités, à travers des voyages, à travers des rendez-vous, etc. Mais ça sera des programmes qui sont adaptés à quelqu'un qui veut explorer sa propre identité. Donc, ça va toucher des thèmes et des sujets qui l'intéressent. Son rapport avec la société, son rapport avec Dieu, certains grands phénomènes et grandes questions de société, le wokisme, l'identité, l'homosexualité, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut commencer à explorer qu'est-ce que le judaïsme il a à dire sur ces questions-là, dans ce programme, il peut les trouver. Mais c'est là où la conf du dimanche, par exemple, voilà, donc s'inclut maintenant. Nous, par exemple, on a décidé de faire en sorte que ce rendez-vous du dimanche soit un rendez-vous qui va aborder, donc on travaille, ces questions-là. Attention, c'est pas parce qu'on est à un niveau voilà, qu'on ça veut peut dire pas que lui, il aime le paddle, paddle, il a apprécié ça, mais en même temps, il a découvert des gens sympathiques et puis il se pose des questions. Donc, il veut approfondir telle et telle question parce qu'il justement, il est confronté à cette question-là dans la fac où il étudie. Mais on n'est pas encore dans une dimension d'études. Alors, ceux qui sont là depuis quelques années et qui ont envie maintenant d'approfondir un peu plus avec des textes, etc. Alors là, on a encore d'autres programmes. On a le programme Oui pour les filles, par exemple, qui est un programme un peu plus avancé. Donc évidemment, on ne passe pas du programme 0 au programme 3, mais ça veut dire qu'il y a un cheminement. Après, ceux qui veulent sauter les étapes, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas, comme c'est une pyramide, donc ça ne s'adresse pas au même public. Et donc là, on est sur une dimension d'étude. Une femme qui veut approfondir des textes. Ouais. Et là aussi, on doit pouvoir offrir aux femmes du texte. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit faire que des cours de cuisine. Donc à un moment, il faut qu'on propose des choses. Et pour les garçons qui ont envie de faire du texte, et qui ont envie d'apprendre le Navi ou même le Talmud, etc. Donc là, il y a le programme Connect pour les garçons. Et on a au milieu un programme pour les couples. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, on a de plus en plus de gens qui se marient, évidemment. Et du coup, ils se confrontent à des nouvelles problématiques qui sont les problématiques du couple, qui sont tout à fait normales. Mais il faut proposer des activités qui ont rapport avec leurs problématiques. Donc les jeunes couples vont avoir des problématiques qui sont beaucoup plus liées à la communication, à comment déchiffrer les besoins de l'autre, comment intégrer l'autre dans son existence, avec toutes les petites problématiques que ça comporte, se faire des soirées PlayStation entre copains, comment c'est géré, aller à un enterrement de vie de garçon quand on est marié. C'est des problématiques qu'on a quand on est dans un jeune couple. Et après, quand on est beaucoup plus avancé dans notre couple, alors on a des problématiques qui sont un peu différentes, qui sont comment l'adolescence des enfants, ou comment l'éducation, certaines problématiques d'éducation, ou alors comment retrouver la femme qu'on a connue il y a 10 ans. Il y a pas mal de problématiques, et donc ça, on se rend compte qu'il faut absolument les traiter. Je trouve qu'il y a deux choses aussi par l'utilité d'avoir un programme spécifique pour les couples, c'est que tu peux avoir des jeunes qui vont se marier, qui vont continuer à fréquenter le centre parce que leurs amis sont là, mais leurs amis ne sont peut-être pas forcément mariés aussi, donc du coup, il faut qu'ils aient peut-être aussi un endroit où ils se retrouvent avec d'autres couples. C'est ça. Parce que voilà, la vie, elle change vraiment énormément au niveau social quand on se marie. C'est pas le... Bon, nous, on est conscient qu'à un moment, notre travail s'arrête. Ça veut dire qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, à toutes les problématiques. Parce que sinon, dans 20 ans, on est dans le troisième âge. Et
moi, je pense qu'il faut. La seule question, c'est qu'après, on perd notre spécificité, on perd notre expertise, on perd notre... Si on fait tout, bah, en fait, on fait rien. Mais alors, pourquoi tu as cette partie du couple? Comment tu vois ta frontière à ce moment-là? Pourquoi moi, je pense qu'elle fait partie de nous? Tout simplement, enfin, une question, c'est tout à fait concret. Les jeunes n'ont pas avec qui parler lorsqu'ils sont confrontés à ces problématiques-là. Et comme nous, on s'est positionné pendant toutes ces années-là en tant que grand frère, en tant que copain, on les a accompagnés, on est naturellement impliqués dans leurs hésitations, dans leurs questionnements, dans leurs problématiques. Maintenant, si nous, on sait, et il faut qu'on se forme à ça, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on les forme, détecter certaines difficultés à ce moment-là, ça peut être encore gérable. Très souvent, des couples passent par des petits moments où il y a des petites hésitations, des petits réglages, etc. Mais quand on ne sait pas les gérer, des fois, c'est trop tard quand ça arrive chez le Dayan. Et c'est là où on pense qu'on a une responsabilité. Non pas parce qu'on a envie de faire tout ce qu'il y a à faire au niveau communautaire, mais parce qu'on est impliqué. Parce qu'on le voit quand un couple ne va pas très fort. Mais à ce moment-là, ça peut être juste un conseil, ça peut être juste un cours, ça peut être juste un... Des fois, c'est plus. Des fois, il faut être capable de détecter quand, par exemple, ça va chercher dans le traitement, dans le psy, etc. Mais si on arrive à le détecter et à orienter, au moment où on prend l'information, c'est plus simple. Mais moi, je trouve aussi il y a une sorte de continuité, de ne pas laisser tomber directement les jeunes que tu as eus, que tu as accompagnés, etc. Et peut-être d'avoir cette transition un peu après. Même s'il s'est marié, il y a encore un petit moment où on est encore voilà, cette forme d'accompagnement. Ouais. Moi, ça fait depuis 2 ans, bientôt 3, que je suis vraiment là, énormément. Mais, et du coup, je vois un peu les gens que tu as eus au tout début, quand tu as créé le centre. Et là, récemment, en plus, il y a un coup, je suis allé faire les photos de la Brit Mila de leur 4e enfant. Et ils me disaient qu'ils se sont rencontrés ici. Ils ont 4 enfants. Mais tu vois que quand ils parlent d'héritage, etc., parce qu'à l'époque, ça s'appelait héritage, ils ont encore ce truc de dire... voilà, c'est là où on s'est rencontrés, c'est là où on s'est connus. Et notre famille, aujourd'hui, elle est là. S'il n'y avait pas eu héritage, peut-être qu'elle ne serait pas là. Et je me dis, il y a quelque part... Même si ton action, elle est vraiment focus sur la jeunesse, tu continues à les dire, à leur faire ils font toujours partie de cette famille. Souvent, pour revenir au couple, quand je rencontre des gens dans la rue, on me dit ouais, c'est magnifique ce que vous faites. Il y a déjà plus de 100 couples dans la ville qui se sont rencontrés grâce à votre activité, etc. Et moi, ça me met toujours mal à l'aise. Parce que je me dis, les gens reconnaissent ça, mais pour moi, ce n'est pas l'aboutissement. Moi, j'aurais aimé, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est de créer des gens qui vont réussir leur mariage. Pas marier des gens. Ça veut dire créer des gens qui seront des bons maris, des bons pères, parce qu'ils vont s'intéresser aux bons critères et qui vont faire les bons choix. Et pareil pour les filles, évidemment. L'enjeu pour nous, il est plus de créer des gens qui vont aborder leur mariage de manière beaucoup plus mature et beaucoup plus responsable et beaucoup plus vraie, et qui feront les bons choix, plutôt que de dire juste un score, on a marié 100 personnes. Ouais, tu es plus dans le fond, dans le travail de fond que dans le travail de la forme. On parle beaucoup du travail qui est fait en physique, dans le centre, mais, et c'est une des raisons pour laquelle on est là aujourd'hui aussi, c'est que tu as décidé depuis quelque temps de prendre le pas, de travailler aussi une présence digitale. Quand on a ouvert le centre, on commençait à avoir Facebook. Aujourd'hui, c'est dépassé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses ça évolue sans arrêt. Et surtout dans le monde du digital et des réseaux sociaux, etc., les codes évoluent sans arrêt. On a des centres qu'on essaye de rendre les plus accueillants, les plus jolis, les plus sophistiqués. Mais on se rend bien compte que le présentiel, surtout depuis le Covid, c'est quelque chose qui a de moins en moins... Alors, on développe toutes sortes de choses qui sont aujourd'hui le e-learning, le digital. Les gens passent 5 heures par jour ou 7 heures par jour sur leur téléphone, sur toutes sortes de plateformes. Donc, c'était un virage qu'il fallait prendre. Si on veut continuer à transmettre des contenus, à un moment, il faut décider qu'il y a un certain pourcentage de nos contenus qui vont passer par le digital. Donc, c'est là où on a pris conscience, on a eu ces discussions et que ça s'est mis en place. Le partenariat avec FBR Productions, qui passe d'un côté par la captation d'événements, les photos, et tout ce qu'on peut mettre sur des réseaux sociaux, que vous faites
une partie de votre travail que vous faites pour nous. Mais il y a une deuxième partie qui s'appelle de créer des contenus spécifiques pour les réseaux. Aller chercher des formats et des sujets et des manières de transmettre des contenus qui n'a rien à voir avec en fait, la communication et de la publicité pour notre centre, mais là qui est vraiment une manière d'intégrer et d'acquérir des contenus. Quand on a ouvert le centre, il y avait des gens qui étaient là tous les jours. Et toute la journée. Et en fait, ça change. Donc maintenant, il faut diversifier, faire autre chose. Et donc le digital, c'est aujourd'hui c'est un virage. Je pense qu'on n'est qu'au début, mais aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a un certain, peut-être 20% aujourd'hui, on est en train de travailler sur ça, de création de contenu spécifique aux différentes plateformes, YouTube. Tu fais des cours sur les fêtes juives. On l'a fait sur Kippour, sur Hanouka, directement sur YouTube. Tu as le format résumé de la paracha, que tu fais sur toutes les plateformes. Et on a les conférences qui sont maintenant aussi en intégralité sur YouTube et en version podcast aussi. On peut écouter dans sa voiture si on a envie. Et il y a encore d'autres choses que tu vas à mon avis, développer dans les prochaines semaines. Ça, c'est juste pour moi encore que le début. C'est-à-dire, évidemment, on va commencer par un résumé des parachutes, mais quand on aura fini les résumés des parachutes, il faudra faire encore autre chose. Les faits juifs, évidemment, il faut un petit message assez court, parce que voilà, les formats ne peuvent plus être très, très, très longs aujourd'hui. Évidemment qu'il va falloir améliorer et augmenter. C'est-à-dire, une fois que les choses sont faites, on fera encore autre chose. Donc oui, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, le digital, ça prend une place importante de la vie des centres. Mais toute l'autre partie de tes différents projets, les portails, quand tu fais tournoi de poker, la cafette, les conférences, le programme Will, le programme Connect, ça demande quand même du staff. Ça quand même, là c'est pas juste toi et ta femme qui vous levez tous les jours pour tout faire. Alors ça, c'est peut-être un des grands changements, notamment de ce qu'on a parlé avec la nouvelle méthode, c'est qu'à part qu'on a amélioré et affiné la méthode, on s'est rendu compte que chaque projet devait être piloté par quelqu'un. On ne peut pas s'occuper de tous les projets en même temps et s'assurer qu'ils répondent exactement aux objectifs que... Et c'est pareil pour les cours et pour les programmes de contenu. Donc en fait, il faut des personnes qui incarnent chacun leur projet. Et moi, au niveau de la direction, l'idée, c'est vraiment de pouvoir réunir, affiner, arranger chacun et développer. Alors on a un petit peu déjà de personnel, mais c'est sûr que là où on bute aujourd'hui, c'est sur notre capacité à recruter des gens qui vont avoir on a un petit peu. Hein, donc là, tu peux dire ouvertement que tu es en recherche de staff. Je suis en recherche de staff pour plein de, on va dire, de missions qui sont construites pour doubler, voire tripler le volume du centre. C'est-à-dire que je te dis, voilà, par exemple, on a fait là septembre, octobre, novembre, décembre. On est déjà à 80% de résultats, 80-90% de ce qu'on a fait toute l'année dernière. Parce que justement, on a mis en place cette nouvelle méthode où, grâce à des tournois de poker, par exemple, ou de contrée, ou de foot, ou de paddle, on amène des gens qui ne seraient jamais venus à d'autres types de programmes. Donc, ça marche. Il faut juste maintenant... Alors, pour préciser pour les gens, c'est... Quand tu parles de résultats, donc c'est de la fréquentation de ton centre, de combien de jeunes fréquentent le centre. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a une volonté aussi d'Olami de mesurer un peu l'investissement qu'ils font sur chaque centre, de comprendre qui vient, à quel moment, etc. Du coup, il y a des outils qui vous permettent de mesurer la il faut quand même préciser une chose. Olami n'a pas juste cette volonté. Olami donne de l'argent. Mais il ne donne pas de l'argent comme si c'est pas le casino. Voilà, ça veut dire qu'en fait, ils donnent de l'argent par rapport à des résultats. Voilà. Et donc, du coup, ils ont mis en place des outils qui me servent à moi aussi pour savoir où j'en suis. Est-ce que je travaille bien? Est-ce que je travaille pas bien? S'il y a des moments où ça marche très bien, que je puisse le voir pour me dire « Ah tiens, qu'est-ce qui a marché ?» et en tirer les enseignements. Et si ça ne marche pas, te dire pourquoi. Donc en fait, c'est des bienfaiteurs, c'est des personnes qui veulent donner de l'argent pour développer, mais ils veulent s'assurer que cet argent est bien utilisé. Et ça, c'est important, parce que c'est des choses qui sont extrêmement structurées, des rapports financiers, des rapports moraux, directeur régional, directeur mondial. Enfin, Comment tu finances toutes tes actions, là, entre les voyages, les soirées, les activités? Est-ce que ce sont les... Donc, on l'a dit, Olami donne une partie de ton financement, mais voilà, est-ce que le reste, ce sont seulement les jeunes qui participent? Est-ce que tu prends encore en charge certaines choses? Voilà, comment tu finances tout ça?
Alors, en fait, l'aspect financier est très simple. Olami, historiquement, sont partenaires associés à 50%. C'est-à-dire qu'ils vont donner 50%. Mais c'est pas si demain je lève 1 million d'euros, ils vont pas venir avec 1 million d'euros. C'est plafonné, évidemment, parce qu'ils ont des budgets, parce que ça peut pas être... Maintenant, le Merkaz Alimoud paye Donc les autres 50%. l'association L'association Merkaz Alimoud donc, Voilà. paye les 50%. Alors, de plus en plus, avec les années, je veux développer. Notamment ce que je suis en train d'expliquer maintenant, mais on développe, on essaie d'engager un peu plus, on essaie de faire plus de voyages et encore des prix plus intéressants, etc. Maintenant, moi, donc j'ai pris une part sur moi. Moi, je dois aller chercher de l'argent tous les ans pour pouvoir payer ma politique de développement. Mais le volume et la masse salariale, elle augmente, donc moi, je dois aller chercher l'équivalent de 100, 150 000 euros par an. D'accord. L'idée c'est de faire une campagne, on l'a déjà fait plusieurs fois, pour aller solliciter les anciens, tous ceux qui connaissent et tous ceux qui ont vécu de l'intérieur ce que le centre et ce que ça a pu leur apporter pendant leur période universitaire et les repères et les amitiés, et les mariages, etc. que ça a pu causer. Les parents qui sont spectateurs, qui voient qu'il y a des gens qui sont là et qui sont dédiés au bonheur de leurs enfants et à structurer tout ça. Mais il y a aussi les gens de la communauté qui sont un peu spectateurs, même s'ils n'ont pas profité eux-mêmes ou leurs enfants, mais qui estiment qu'une communauté stable, une communauté riche, une communauté ambitieuse, elle doit avoir des centres et des gens qui s'occupent de la jeunesse. Maintenant, je tiens à dire un point, c'est que contrairement à tout le côté, on va dire, associatif classique et bénévole, l'avantage énorme que Olami, en tant que centre, apporte à la ville, c'est qu'il y a une forme de stabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas des équipes de bénévoles qui vont donner 1 an de leur vie à faire des projets gentiment, en fonction de leur calendrier, etc. Non, non, là on parle sur des gens qui sont payés, salariés, et ça veut dire aussi qu'il y a des demandes de résultats, il y a un cahier des charges, il y a surtout une expérience. Ouais. Ceux qui nous ont suivis depuis 15 ans vont voir que tout le temps, on a essayé, on a réussi grâce à Dieu à nous améliorer. Pourquoi ? Pas parce qu'on est extraordinaire, parce qu'on apprend. Et donc, si ça marche, on développe. Et avec les années, il y a des partages d'expérience, une expertise. On sait comment ça marche, on sait ce qui ne marche pas. Et tout ça, ça fait qu'au final, il y a une stabilité, une continuité dans le travail. Donc, pour la ville de Marseille, d'accord, il y a quand même des gens qui sont extérieurs à la ville, qui, depuis 20 ans maintenant, injectent de l'argent pour la jeunesse juive de Marseille. Nous, on demande à cette communauté, des gens qui sont sensibles en tout cas, c'est-à-dire il y a des gens qui vont dire, écoute, non, moi, c'est pas une cause qui m'intéresse. Ok, moi, je pense que la jeunesse aujourd'hui, c'est fondamental. Même si ça se voit pas, c'est pas un projet de luxe. C'est-à-dire que si demain, notre jeunesse, elle est dissoute et elle perd son identité, c'est la communauté, l'avenir de la communauté et des structures communautaires qui sont en danger. Il faut avoir une jeunesse qui est puissante, il faut avoir une jeunesse qui est ambitieuse, il faut avoir une jeunesse qui a envie et qui vit ça de manière extrêmement forte. Quand aujourd'hui on fait des Shabbats, hier on a fait un Shabbat, et qu'il y a 300 jeunes, et de la France entière on vient à Marseille, ça veut dire qu'il y a une communauté juive à Marseille costaud, elle est vivante. Et les gens nous le témoignent, nous le disent. Et ça, c'est rassurant. On a mis en place un système qu'il faut toujours améliorer, qu'il faut toujours solidifier, qu'il faut toujours développer, mais il y a déjà quelque chose, et ça, c'est important. Donc les gens qui sont autour de ce projet, qui voient l'évolution et qui disent, tiens, c'est important, on les encourage à nous aider. Et je pense que ce qu'on demande, en fait, c'est pas énorme par rapport à la taille de la communauté, par rapport au travail qui est fait. On peut y arriver facilement si tout le monde joue un petit peu le jeu, si tout le monde te dit, tiens, je fais un petit effort, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et c'est pas juste un... Ouais, je reprécise, donc tu as le Olami qui donne une partie, Merkaz qui donne une partie, ensuite les dons donc, de la communauté, et les jeunes payent quasiment rien dans toute cette histoire. Une petite participation, mais... Sur les grosses dépenses comme les voyages, on essaye d'arriver à quelque chose comme un quart. Mais quand même, un quart du voyage. Un quart, un tiers. Entre un quart et un tiers. Même. Après, sur tout le reste, il faut comprendre qu'il n'y a pas un seul modèle qui gagne de l'argent. Tout est déficitaire. Quand on mange à 3 euros... c'est pas le fait que le jeune ne paye pas son menu au moment où il le paye. Tout est déficitaire. Tout est déficitaire. Une fois par an, on est obligé de faire notre budget. Et ça définit est-ce qu'on va réussir à développer ou pas. Et moi, j'encourage. Et l'autre partie dans la manière dans ce que tu as dit, je résume un peu aussi, c'est que une spécificité du centre Olami Marseille, c'est que tu as décidé très tôt de ne pas baser ton effectif sur du bénévolat. C'est que tu as salarié des gens, tu rémunères les gens, tu fais appel à des structures pour venir t'aider. Quand tu as des
des soirées, des événements. Même là, tu parles de l'organisation du tournoi de poker, etc. Il n'y a rien qui est fait de manière bénévole parce que tu amènes cette partie, ce sérieux, cette expertise, etc. quoi. C'est le seul moyen aujourd'hui d'avoir des exigences et de pouvoir fixer des objectifs. Parce que si quelqu'un me rend service, concrètement, je peux que lui dire merci. Mm. Et c'est tout. Nous, on a un cahier des charges. Et on essaie de s'y tenir. Et chaque année, on essaie de mettre la barre un peu plus haut. Et pour ça, il faut que les gens deviennent des professionnels et abordent leur passion comme un travail. Parce que si tu n'es pas passionné, bah, tu fais pas ça. Parce que c'est un travail tellement exigeant qui te prend tellement de ta personne que c'est jamais rentable de faire ce travail. Ce sont des passionnés, mais qui doivent travailler de manière professionnelle. Donc concrètement, là, qu'est-ce qui va se passer tu vas lancer une campagne. Concrètement, on va lancer une campagne. Alors concrètement, on va lancer une campagne et on va encourager toutes les personnes qui ont un jour profité, qui ont vu, qui voient, ou à travers les médias, ou à travers leurs connaissances, etc., le travail qui est fait, et qui pensent que ce travail-là, c'est un travail qui mérite de se développer, de continuer, et qu'il faut soutenir ça. Et je pense qu'avec un petit élan de générosité, de se dire, allez, je fais un petit quelque chose, et ben finalement on y arrive. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une grosse partie du budget qui est assurée par le Mercaz derrière, qui est assurée par les Américains derrière, et que c'est un luxe qu'une ville peut avoir, d'avoir des projets aussi lourds, aussi importants, sans que ça coûte autant à la ville et aux fidèles. Donc moi vraiment j'encourage tout le monde à se dire je veux avoir ma petite part dans ce truc-là, même si c'est pas quelque chose d'énorme, je veux avoir ma part là-dedans. Et si tout le monde se dit ça, avec beaucoup de un peu, bah, on y arrive. Bon, ça fait à peu près 1 heure, on discute, on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir, à mon avis, sur le projet, sur le centre et sur ton action. Mais voilà, moi, quand j'entends tout ce que tu me dis, pour moi, il y a une chose qui est claire, c'est que tu le fais pas pour l'argent. Je pense même pas qu'on puisse, en vrai, faire ça pour l'argent. Tout ce que ça implique en termes de ton temps, de ton énergie, de ta vie de famille. Qu'est-ce qui fait que tu es encore là, que tu te donnes encore après autant d'années à continuer pour ça? Ça doit être au-delà, il doit y avoir quelque chose d'autre. C'est pas un travail qui est rentable. Dans le sens rentable, on fait pas ça pour gagner quelque chose, on va dire au niveau financier. Sinon on le ferait pas. Parce que ça implique beaucoup trop de sacrifices personnels, de sa famille, de ses enfants, etc. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a la chance d'être au contact des êtres humains et de les accompagner dans leur progression. Et il n'y a rien de plus glorifiant, il n'y a rien de plus gratifiant pour une personne de se dire j'ai ma pierre à l'édifice dans l'épanouissement d'une personne. Il est arrivé, il était hésitant, il avait des questions, il avait des doutes, et puis maintenant il est complètement libéré de ça, il a progressé, et puis au niveau social, il est complètement métamorphosé. Et au niveau de sa construction personnelle, cette personne, elle est complètement... Aujourd'hui, c'est une personne qui est construite, quelqu'un qui est solide, etc. Ça, c'est des choses, c'est extrêmement gratifiant, et ça n'a pas de prix. Et je pense qu'au final, dès l'instant où on arrive à aller exprimer des choses qui sont existentielles de nous-mêmes, des choses vraiment, on sent que c'est en rapport avec notre mission. C'est plus une question de je fais ou je fais pas. C'est ma mission. Je suis venu pour faire ça et j'arrive à le faire. Alors la question ne se pose plus, on le fait. Mais il y a un thème, je pense, qui est fondamental. Alors c'est d'un côté un thème qui est très important dans la Torah, mais c'est en même temps un thème qui est hyper actuel. C'est le thème de moi j'appelle ça le thème de la Havdalah, qui veut dire la séparation. Dans la Torah, il y a très peu de choses qui sont permises ou interdites. Tout est une question de timing, de lieu, de moment, de personne. C'est-à-dire tout est séparé. C'est-à-dire que là, c'est le jour, là, c'est la nuit. Là, c'est les hommes, là, c'est les femmes. Là, c'est le sacré, là, c'est le profane. À la Havdalah, qu'est-ce qu'on dit? On dit Amavdil ben Kodesh Lechol. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on était dans un moment de Havdalah, de sainteté. Maintenant, on va arrêter la sainteté et maintenant, on va rentrer dans le monde d'actif et on va recommencer. Et après, pour le Shabbat prochain, etc. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah, elle a un modèle où on sépare les choses. Il y a une différence qui est fondamentale. On vit dans une société où on a tendance à vouloir gommer toutes les différences, toutes les singularités. C'est pas bien d'être différent. Il faut que tout le monde soit pareil, il faut que tout le monde pense pareil. Et on croit
que ça, c'est ce qui va amener le progrès et ce qui va amener que les gens ils vont réussir à cohabiter pacifiquement. Mais ça a amené quoi? Que de la compréhension et de la violence. Ça veut dire qu'au final, plus je suis moi-même, plus je suis fort dans mes convictions, plus je sais qui je suis, moins l'autre il peut me faire du mal. Moins l'autre il peut me menacer. Parce que je sais qui je suis. Je ne vais pas me battre avec quelqu'un et je sais que je suis beaucoup plus fort que lui. Je sais qu'il ne va pas m'atteindre. Donc en réalité, quand nous, on essaye de dire aux gens, on va vous aider à aller au-devant de votre identité. On va juste créer des citoyens plus forts, des juifs plus forts, qui vont être capables donc d'aller à la rencontre de l'autre et de s'enrichir de l'autre et d'enrichir l'autre. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus de hiérarchie, quand il n'y a plus de famille, quand il n'y a plus de valeurs, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de gens importants, il n'y a même plus de président de la République, il n'y a plus rien dans la société dans laquelle on est, il n'y a plus les hommes, il n'y a plus les femmes. Alors finalement, je ne sais plus tellement qui je suis. Et quand je ne sais plus qui je suis, tout peut me menacer et je suis perméable à toutes les idéologies, etc. Alors que de savoir qui je suis, d'être fort dans mes convictions, me permet d'aller à la rencontre de l'autre sans rien risquer. Et ça, c'est un peu le cheval de bataille. C'est-à-dire que je dis à des gens, tu n'as rien à perdre de te renforcer. Parce que plus tu sais qui tu es, plus les gens autour de toi, ils vont s'enrichir et toi, tu seras enrichi des gens. Sinon, c'est l'impasse. L'incompréhension, et la compréhension, c'est la violence. Et ça c'est l'idéologie, je pense, qui est très importante à expliquer aux gens quand on parle d'aujourd'hui de développer et de renforcer l'identité. Tous les gouvernements, tous les États devraient s'atteler à aller renforcer l'identité de ces citoyens. Ça ferait des gens beaucoup plus forts, ça ferait des gens beaucoup plus à l'aise, ça ferait des gens beaucoup plus pacifiques, au final. En fait, ce que tu dis, c'est un point très important. À mon avis, je ne peux pas trop m'avancer au niveau sociologique et anthropologique parce que je n'ai pas toutes les clés, mais il y a quand même une différence dans l'interculturel et le multiculturel, tu vois. Et des fois, on part genre à l'étranger, etc., et on absorbe complètement l'autre culture, tu vois. Ou alors on est en mode non, on rejette complètement ce qui est différent, tu vois. Et en fait, dans l'apprentissage interculturel, c'est une des notions, c'est de comprendre les spécificités de l'autre et en même temps de comprendre beaucoup plus ses propres spécificités. Et d'être vraiment confortable avec qui on est réellement, qui est en face de nous. Et en fait, c'est pas de se perdre et de se mélanger qui fait l'interculturel, mais de vraiment comprendre ce qui fait que tu es toi, qui est l'autre. Alors c'est ça l'ordre. Dans cette compréhension, tu vois, c'est là où il y a, je pense, le dialogue interculturel est beaucoup plus fort. Mais l'ordre, il est comme tu l'as dit. C'est-à-dire, c'est pas dissoudre les gens et après leur dire soyez perméables à tout. Voilà. Parce que dans ce cas-là, je suis plus rien. Ouais. Mais c'est savoir qui on est. Et à partir du moment où on est fort dans nos convictions, alors on peut faire du tri et on peut commencer à être perméable sans se perdre. Ouais. Et moi, je pense que l'enjeu, il est ici. Ça veut dire que plus on va aller dire aux gens soyez perméables à toutes les idéologies, à tous les discours, etc., moins on aura des gens qui sauront qui ils sont. Et ça va commencer à poser un problème. Ouais. Notre travail, il est de dire à des gens sachez qui vous êtes, soyez forts dans ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous êtes, et vous serez automatiquement des gens qui vont enrichir autour de vous, et vous allez irradier autour de vous des valeurs beaucoup plus pacifiques, et des valeurs beaucoup plus intelligentes, et des valeurs beaucoup plus enrichissantes pour vous et pour les gens qui sont autour de vous. Il y a une spécificité aussi tu vois, par rapport au judaïsme qui est là, parce que étant donné qu'on a toujours été en diaspora, mélangé dans avec d'autres civilisations, et il n'y en a aucune qui était proche de l'autre, quoi. Je veux dire, entre les Ashkénazes qui étaient en Russie, et les Séfarades qui étaient en Espagne, et après en Afrique du Nord, etc. Et je veux dire, culturellement, on était vraiment dans des endroits à chaque fois différents, etc. Donc garder, malgré toutes ces années, tous ces siècles de diaspora, notre identité en tant que juif, qui est au-delà juste de dire, tu vois, c'est pas juste un aspect de dire c'est une pratique religieuse, tu vois, c'est vraiment un fondement de qui on est. Et aujourd'hui, d'avoir des juifs en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, en Europe, chacun avec des niveaux culturels complètement différents, même des juifs entre Marseille et Paris peuvent être complètement différents, tu vois, juste par rapport à ça, mais en même temps, il y a des fondements dans leur identité propre du fait d'être juif, quoi. Au-delà juste de dire c'est une religion. Tu vois, c'est quelque chose aussi d'important.
C'est de se dire, voilà, je vais aider les gens à savoir qui ils sont. Ouais. C'est très important, surtout aujourd'hui. Je voudrais terminer sur te partager quelque chose de personnel. Est-ce qu'on termine dessus ou pas, je sais pas, on verra. Mais il y a quelques années, j'étais vraiment dans cette optique de dire mon identité culturelle, tu vois, elle n'était pas vraiment importante. On vit sur une planète, tous ensemble, etc. J'avais des amis un peu partout dans le monde. Et j'essayais de minimiser, en fait, tout ce qui me faisait, qui me rendait différent, de le minimiser, tu vois, de le mettre de côté. Et d'essayer de vraiment me focaliser que ce qui nous rapprochait, des choses communes, tu vois. Et à un moment donné, il y a eu un shift dans ma vie et j'ai eu un besoin important de me recentrer, de savoir qui j'étais vraiment, tu vois. Et donc, c'est passé par ma recherche, tu vois, sur mon identité juive, tu vois. Qu'est-ce qui, au fond de moi, tu vois, me rendait qui j'étais, quoi, tu vois. Et ça passait par ça. Mon identité en tant que juif est beaucoup plus importante que ce que j'avais avant, mais c'est pas pour autant, tu vois, que j'ai envie de vivre de mon côté, tu vois, en autarcie, etc. Tu vois, je me sens beaucoup plus présent et beaucoup plus clair dans mes convictions, dans mes idées tout autour, tu vois, après avoir fait un peu ce travail. Moi, je vais même encore plus loin. Je dis, si un jour tu as la chance de rentrer dans l'univers du limoud, de l'étude et de questionner les textes et de voir qu'en vérité les préoccupations et les enjeux qui sont suggérés et sous-tendus dans les parachutes, dans le Kroubache, etc., bah, tu verras que tu seras encore plus fort. Parce que c'est ça les sujets. Ouais. Comment fonctionnent les hommes, les mécanismes, et être fort là-dedans et pouvoir être encore plus convaincu. Je pense que ça va te donner encore plus une possibilité de te sentir, d'aller aborder le monde dans lequel on vit, parce que le monde dans lequel on vit se pose aussi des questions. Les questions de genre aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'identité. Qui je suis vraiment ? Et si en fin de compte je décide d'être autre chose ? Donc c'est des questions comme ça. Maintenant, on n'a pas les réponses à tout. Ouais. Mais si on arrive à interroger réellement les textes avec une vraie méthode et extraire de ces textes-là des réponses, bah, ça nous rend encore plus convaincus, encore plus forts. Ça veut dire que la démarche d'étude est obligatoire ici. Moi, je pense qu'il faut partir sur les prochains sur des prochains podcasts sur ce genre de choses, des discussions et tout. Avis, je te remercie beaucoup du temps qu'on a passé à échanger sur le projet, et j'espère que voilà, tout ce qu'on a dit, ça va permettre aux gens de comprendre un peu plus qui tu es, ce que tu fais, comprendre un peu plus l'objectif d'Olami Marseille et son fonctionnement, et qui sait, peut-être de se dire qu'ils ont envie de participer à leur niveau à la concrétisation de tes actions, des projets, et de continuer à te permettre d'œuvrer pour la jeunesse juive de Marseille. Merci à toi, Joshua. Et si Dieu veut, on continue ce format. Allez, ça va, top. Je vous remercie énormément pour votre attention et pour avoir regardé ou écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que vous allez en savoir beaucoup plus sur les missions et l'objectif d'Olami Marseille, et surtout retenir que incessamment sous peu, une campagne va démarrer pour soutenir Olami Marseille, pour soutenir ce projet. J'espère que vous allez pouvoir faire le maximum en donnant, en partageant et en faisant en sorte que le maximum de monde soit au courant de ce projet et puisse soutenir à sa manière l'action qui est menée par la famille Ohana. Je vous remercie. N'hésitez pas de vous abonner au podcast sur Deezer, Spotify ou sur Apple Podcast, de souscrire à la chaîne YouTube et de vous abonner sur les réseaux sociaux. Comme vous avez pu le comprendre, il y a du contenu en dehors juste de la promotion des activités. Il y a du contenu aussi, et qu'on espère vous satisfaire au maximum. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast qui aura totalement un autre sujet et une autre dynamique, et j'espère vous revoir très bientôt. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de vous notifier pour que dès que la prochaine vidéo apparaisse, vous soyez notifié. Je vous remercie.
À très bientôt.